Est-ce que nous sommes face à un malaise générationnel ou un phénomène social? Que quelqu'un nous explique ce qu'est le Fessad. Alors on pourrait y mettre tout ce qu'on veut. Les Marocains d'aujourd'hui vivent mieux que leurs parents. Encore plus que leurs grands-parents. Que leurs grands-parents. Ces revendications sociales qui sont portées par ces jeunes depuis 5 jours... Elles sont légitimes. Elles sont légitimes, mais en même temps, vous dites, oui, mais après... Elles doivent être précisées. On a plus besoin de l'hôpital que d'un stade de football. Opposer hôpital à stade, c'est du populisme. Se dire, alors aujourd'hui, comment on peut sortir de cette situation? J'ai eu l'impression qu'on n'a pas accepté que des jeunes viennent nous donner des leçons. Donc par manque d'humilité? C'est un manque d'humilité. Mais il ne faut pas passer à autre chose sans tenir compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'espère pas vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, plus de 2-3 jours encore. 7e Sens, l'émission de débat qui ambitionne, en tout cas qui a pour ambition de donner du sens et encore plus de sens au sens avec... D'ailleurs, c'est la première fois que je le reçois moi en débat et j'en suis fier. Aziz Daouda, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et j'espère que mes propos auront du sens. Il n'y a pas de raison et j'en suis limite convaincu. Je rappelle Aziz Daouda pour celles et ceux, je sais qu'ils sont très rares, qui ne vous connaissent pas, mais je vais repréciser que vous êtes une figure bien sûr emblématique du sport au Maroc, au niveau également du continent et plus particulièrement au niveau de l'athlétisme. Disons que c'est la partie histoire. La partie histoire, que vous êtes directeur technique du développement à la Confédération africaine de l'athlétisme et que vous êtes également chroniqueur. L'Afrique qui se porte bien en athlétisme. L'Afrique qui se porte bien et le Maroc, nous, on se porte moins bien? Malheureusement. Je sais pas ce que vous dire, je suis pas là pour ça. Et je rappelle également, Aziz Daouda, que vous êtes chroniqueur par passion, par... En fait, écrire des chroniques est un espace de liberté pour moi. C'est là où je me sens le plus libre, d'abord de réfléchir à certaines problématiques qui m'interpellent et puis de pouvoir coucher ça en essayant de trouver les mots qui ont du sens. Les mots MOTS sur les mots MAUX, c'est ça? MOTS. MOTS. Avec le maximum de sens possible. Et je suis ravi quand je suis publié parce que ça me fait plaisir et ça me fait partager mes idées, enfin les quelques idées que j'ai avec un public plus large. Et ces idées, effectivement, et ces écrits, ça nous donne l'occasion aussi de pouvoir les traduire en débat aujourd'hui dans ce format 7e Sens. C'est la continuité également. Exactement. Aziz Daouda, par rapport à ce qui se passe dans notre pays depuis samedi. Depuis samedi, c'est la 5e journée des sit-ins de jeunes qui ont décidé de descendre dans la rue pour manifester, en tout cas on l'a vu les premiers jours, pacifiquement, ils ont beaucoup insisté là-dessus, sur des doléances sociales parfaitement identifiées, légitimes auprès de plus grand nombre. Parfaitement identifiées, c'est discutable. Santé de qualité, éducation de qualité, plus d'emplois, moins de corruption et plus de justice sociale, grosso modo. Est-ce que nous sommes face à un malaise générationnel ou un phénomène social? En fait, les deux. En fait, les deux, pourquoi? Parce que depuis des décennies, il y a une construction d'un langage nihiliste qui nous a tous affectés, qui a marqué ma génération, qui a marqué les générations d'après et qui est en train de marquer cette génération-là aussi. C'est qu'en fait, au lieu d'avoir un débat, même passionné, mais un débat à partir d'idéologie, à partir de réflexion, à partir de problématiques précises, mais avec des solutions précises, on a beaucoup plus des échanges de victimisation, d'incrimination, et en utilisant aussi des concepts creux qui peuvent englober beaucoup de choses, mais qui n'ont pas de sens, finalement. Quand on utilise, par exemple, le mot « Fessad », que quelqu'un nous explique ce qu'est le Fessad. Alors, on pourrait y mettre tout ce qu'on veut. Exactement. Et ça ne résout pas le problème. Vous voyez, alors, quand vous êtes exposé à ce langage nihiliste depuis des décennies et des décennies et des décennies, ça a commencé avec la gauche, du temps de l'Istibdad, etc. Donc, il y a eu des mots comme ça qui ont marqué les générations. Vous construisez chez les gens, chez les jeunes notamment, parce qu'ils sont réceptifs, c'est des éponges. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce qu'ils passent leur temps à s'informer. Ce que les générations d'avant ne faisaient que sporadiquement par la radio ou par les journaux. Aujourd'hui, les jeunes s'informent constamment et pratiquement 24 heures sur 24. Quand vous êtes exposé à ce genre de langage et qu'à côté, vous n'avez pas de réponse, alors vous vous faites des idées. Et quand vous entendez, par exemple, ces jeunes sortir et dire « on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas du tout Sahha dans le Maghreb? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de Ta'lim dans le Maghreb? Est-ce que pour vous, Aziz Daouda, c'est intéressant? Parce que globalement, je dis en fait que les doléances, chacun s'accorde à dire qu'effectivement, ils soutiennent ces jeunes. Oui. De par les revendications sociales qui portent une école publique de qualité à l'hôpital. Mais vous dites OK en surface, mais en même temps,
qu'est-ce que ces jeunes-là entendent par une santé de qualité par rapport à la santé, l'offre de soins que nous avons aujourd'hui. Et personne ne leur pose la question. Peut-être qu'ils ont des idées à nous vendre, tout simplement. Peut-être qu'ils ont des idées aussi à passer au gouvernement. Peut-être qu'ils sont porteurs de projets. Mais les entendre juste dire, répéter à tout vent, problème de santé, problème d'éducation... Pas d'école, pas d'hôpital, ou pas d'école, ou pas d'hôpital de qualité en tout cas. Alors que la majeure partie de ces jeunes-là sont le fruit de l'école publique. Parce que si vous posez une question, si vous me posez la question, vous me dites, est-ce que maintenant je vis mieux que mes parents? C'est la question qu'on peut généraliser à tout Marocain. Les Marocains d'aujourd'hui vivent mieux que leurs parents. Encore plus que leurs grands-parents. Que leurs grands-parents. Donc il y a des choses qui s'améliorent. Si vous allez devant un hôpital, vous allez voir des centaines de gens rentrer, des centaines de gens sortir dans le calme. C'est-à-dire des gens qui sont rentrés, pour un service quelconque ou pour rendre visite, en fait, qui sont en relation avec l'hôpital et qui sont tout à fait normaux et dans des situations tout à fait normales. Et puis vous avez quelqu'un qui sort et qui commence à crier parce que lui a eu un problème. Et qu'on généralise et qu'on dise que l'hôpital ne marche pas. Effectivement, l'hôpital ne marche pas comme on voudrait qu'il marche. C'est ça la question. Mais vous dites que globalement, il y a une offre de soins qui... Voilà, exactement. Mais là oui. je pose une question aussi. Citez-moi un pays où les gens sont à 100% satisfaits du système de santé. Ça n'existe pas. Mais en même temps, quand on regarde les classements internationaux, que ce soit au niveau de l'école, chez nous, du système éducatif ou de la santé... Mais c'est ça justement. Oui. Il faut aller voir à partir de ces classements, voir qu'est-ce qui ne marche pas et corriger ce qui ne marche pas. Mais ne pas globaliser la situation et dire on a besoin de santé, on a besoin d'hôpital. Ça, c'est un besoin. Mais ça n'est pas si vous voulez, une explication à la situation et ça n'apporte rien comme solution. Donc pour vous, en fait, ces doléances et ces revendications sociales qui sont portées par ces jeunes depuis 5 jours... Elles sont légitimes. Elles sont légitimes, mais en même temps, vous dites oui, mais après... Elles doivent être précisées. Parce que qu'est-ce qu'ils entendent par santé, ces jeunes? C'est à ça qu'il faut répondre. Ils veulent un système de santé, d'accord? Quel système de santé? Comment voulez-vous Est-ce que dans leur esprit, là je vais m'adresser aussi aux sportifs que vous êtes, Aziz Daouda, est-ce que, parce qu'on l'a vu aussi dans des prises de parole au niveau dans les différentes villes où il y a eu des sit-ins de jeunes, on a plus besoin de l'hôpital que d'un stade de football. Donc est-ce que là, du coup, c'est effectivement ce besoin d'une santé qui soit de meilleure qualité, c'est pas forcément cela avant, où il y a aussi l'idée de se dire, bon, on construit des stades dans la perspective de la CAN 2025 et l'horizon 2030 avec la co-organisation, mais nous, on veut beaucoup plus d'hôpitaux. Bon, alors, au Maroc, il y a eu un choix. Un choix de développement. C'est-à-dire que le Maroc s'est fixé, s'est dit, bon, il faut développer le pays. Ça se faisait, mais ça se faisait à un rythme plutôt lent. Et le Maroc s'est dit qu'en se fixant une date précise, donc en s'engageant vis-à-vis de la communauté internationale, notamment pour la Coupe du Monde, qu'il allait avoir une deadline, donc une date précise à laquelle il va mettre à niveau quasiment tous les... Donc avec des livrables en 2030. Voilà, un Maroc délivrable en 2030. Dans ce Maroc délivrable en 2030, il y a des hôpitaux en construction. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux en construction, beaucoup d'hôpitaux en construction. Ils ne sont pas encore fonctionnels, mais ils sont en construction, par exemple. Vous voyez? Bon. Pour ce qui est de l'éducation nationale, c'est autre chose. Parce que ce qu'on reproche à l'éducation nationale, et depuis très longtemps, c'est les cursus, c'est le niveau des enseignants, c'est les surcharges pondérales au niveau des classes. C'est le coût, etc., etc. Et c'est les déperditions. Parce que le système ne marche pas, parce que certains indices disent qu'il ne marche pas. Il est productif. Parce que quand vous regardez, par exemple, quand on se vante de dire que les Marocains représentent le plus grand contingent de gens qui réussissent à Polytechnique, par exemple en France, puisque c'est une référence au Maroc, quoique Polytechnique, c'est une école comme une autre. Mais bon, c'est une référence quand même pour les Marocains que de réussir à Polytechnique. Quand vous regardez les noms et les origines des enfants, des jeunes ils proviennent tous de différentes régions retirées, d'ailleurs. Voilà, et des régions les plus retirées, de Rachidia, de Ouarzazate, de ceci et de cela. Mais ils sont tous le fruit du système scolaire national. Vous voyez, donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi ces gens-là réussissent et d'autres pas. Peut-être que c'est là qu'il y a la faille. Peut-être que le système n'est pas assez, disons, démocratisé pour que tout le monde puisse profiter. Mais en même temps, il ne faut pas penser que tout le monde peut arriver à aller à Polytechnique aussi. Est-ce que je vais revenir un peu là-dessus, Aziz Daouda, est-ce que pour vous, cette équation qui hôpital, stade de foot, est-ce que c'est plutôt ça qui a été un peu le moteur et qui constitue le moteur de cette jeunesse qui a décidé de descendre dans la rue depuis 5 jours, ou c'est plutôt de se dire effectivement c'est l'éducation et la santé parce qu'on veut plus d'une meilleure éducation, une meilleure santé et plus d'emplois, parce qu'en fait on a du mal, les observateurs d'ailleurs plus ou moins avertis ont du mal à réellement cerner ce qui anime
ces jeunes Bien sûr, dans les différentes villes c'est ça la de notre problématique. pays. C'est pour ça qu'il faudrait les faire parler et dialoguer avec eux, pour savoir ce qu'ils entendent par santé. Qu'est-ce qu'ils réclament véritablement quand ils parlent de santé? Qu'est-ce qu'ils réclament véritablement quand ils parlent d'enseignement? Parce que la majorité n'a aucune idée de ça, c'est juste qu'elle suit le mouvement. Mais il doit y avoir parmi ces jeunes ceux qui ont des idées véritablement à mettre à la disposition de la communauté. On voit que c'est très hétéroclite comme jeune aussi. Les socioprofils sont très différents. C'est comme tout mouvement social comme ça qui prend des... Quand on a vu ce qui s'est passé. Mais maintenant, opposer hôpital à stade, c'est du populisme. Pour vous, c'est du populisme? Pour moi, c'est du populisme. Parce qu'on a besoin aussi de stades, on a besoin d'autoroutes, on a besoin de trains, on a besoin d'aéroports, on a besoin de ports, on a besoin de grandes écoles, on a besoin de tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, 60 ans, nous étions sous protectorat et que nous étions un pays, mais pas sous-développé, mais très très loin dans le développement. Très très loin dans le développement. Aujourd'hui, nos indices en 2025 n'ont rien à voir avec nos indices en 1960. Même si, malheureusement, il reste trop faible. Bien sûr. Surtout indice développement humain. Bien sûr. Alors, parce que c'est là où on a failli. C'est là où on a failli. Mais il faut se poser la question pourquoi, mais également avec des solutions. Mais juste crier qu'on a failli, c'est pas suffisant. Vous voyez, quand vous voulez lancer un débat, il faut venir avec la critique que vous formulez. Et des solutions, au moins des pistes de solutions. Au moins une ébauche de solutions, on voit quelques idées. De par justement votre background, comme on dit en anglais, langue de Shakespeare, se dire, alors aujourd'hui, comment on peut sortir de cette situation? Et vous avez vu comme moi, il y a les trois chefs de parti de la coalition gouvernementale qui se sont réunis, qui ont ouvert la porte au dialogue et à la concertation dans un espace dit institutionnel. Ces jeunes qui, eux, communiquent, conversent et partagent au sein d'une plateforme Conrad qui est une plateforme technologique on a l'impression en fait qu'on est dans deux écosystèmes complètement différents, avec en plus, certains considèrent pas un malaise, mais une fracture générationnelle où fondamentalement les adultes qui sont aux responsabilités aujourd'hui et ces jeunes qui sont dans la rue, ils n'ont pas les mêmes codes pour communiquer. Les fractures générationnelles, c'est salutaire. C'est ce qui permet à une nation d'évoluer. Parce que si on reste avec les réflexes d'il y a 40 ans, on n'a pas bougé. Parce que ces jeunes, c'est qui finalement? Ce sont des citoyens en devenir qui aspirent à devenir quelque chose dans le pays ou à jouer un rôle dans leur pays. C'est ça finalement ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'il faut les écouter. Maintenant, dans quel cadre il faut les écouter? Si avec des méthodes archaïques, on pense pouvoir les satisfaire et nouer un dialogue avec eux, c'est peine perdue. Moi, à mon humble avis, ce qu'il faudrait, c'est les inviter à se constituer eux-mêmes en corps défini, d'abord, et puis qu'ils puissent leur donner l'espace qu'il faut dans les différentes villes, dans les différentes régions du Maroc, dans les différents douars du Maroc, et leur permettre de dialoguer et de remonter quelque chose. Donc pour vous, ça c'est la clé? Je pense que c'est la solution. Bien sûr, parce que évidemment. Mais qui doit faire un pas vers l'autre? Alors, c'est les deux à la fois. En fait, il faudrait que l'État leur présente une possibilité de dialogue. Pas directement avec l'État. Entre eux-mêmes déjà. Ça ne suffit pas de dire, comme ce qui a été dit hier par le chef de gouvernement, par les trois chefs de parti de la coalition, nous sommes ouverts au dialogue, un dialogue responsable, une concertation utile. Tout le monde est ouvert au dialogue. Ouais. Ça, c'est générique comme formulation. D'ailleurs, j'ai rigolé quand j'ai lu cette formulation. Je pense qu'il faut d'abord que ces jeunes puissent se constituer en entité, enfin je ne sais pas comment on pourrait les appeler, pour pouvoir discuter entre eux et sortir déjà des interlocuteurs. Avec qui dialoguer? Aujourd'hui, on ne peut pas dialoguer dans la rue. Est-ce que ça se fait? On voit aujourd'hui des formats d'organisation de manifestations dans différents pays dans le monde, dans les pays occidentaux, où il y a des démocraties beaucoup plus avancées que la nôtre. Il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas forcément de leadership. Parce qu'il faudrait arriver à cela. Pourquoi? Parce que si vous regardez, normalement, si vous regardez dans la Constitution, elle définit clairement quels sont les interlocuteurs. En fait, à partir des partis politiques et des corps constitués, un syndicat, etc. etc. Mais quand vous voyez ce que sont les partis et leur présence dans la société, quand vous voyez ce que sont les syndicats et leur présence dans le milieu du travail, etc., on est loin du compte. On est très loin du compte. Il n'y a qu'à voir la participation. Pas d'acteurs fiables et crédibles aujourd'hui, après. Non, ce n'est pas les acteurs, c'est le système. C'est-à-dire que, est-ce que ces jeunes, quel est le pourcentage de jeunes, de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui ou qui étaient dans la rue hier, sont dans des partis politiques, par exemple, ou dans des associations Entre 2 et 7%. Selon les estimations, selon les sondages. Ça reste extrêmement faible. Alors, qui c'est qui a failli finalement? Nous tous. Voilà, exactement. La responsabilité est partagée. Exactement. Est-ce que vous craignez le pire aujourd'hui, Es Daouda? Non, une fois de plus, tout ce que vous avez vécu, parce que certains, vous savez, il y a une forme d'angoisse
généralisé qui s'est installé auprès de nos concitoyens et de nos concitoyens. Je la vis très bien, mais quand beaucoup d'interrogations, de se dire voilà, parce que cette violence, qu'elle soit orale, verbale ou physique, c'est entre Marocains, c'est entre nous. Je ressens parfaitement l'angoisse dont vous parlez. Je suis angoissé, je n'arrive pas à dormir pour ne rien vous cacher, parce que c'est quand même grave ce qui se passe dans mon pays. Mais en même temps, j'ai confiance. J'ai confiance parce que on a eu des moments aussi difficiles que celui-là, sinon plus difficiles, où finalement la sagesse a pris le dessus. C'est la sagesse d'un pays millénaire. Voyez. Il y a des traditions sociales, il y a des traditions de comportement, etc., dans ce pays, qui à un moment donné prennent le dessus, pour ramener tout le monde à la raison. Parce que finalement, c'est ça. Ramener tout le monde à la raison, c'est-à-dire ramener les jeunes à la raison, surtout ceux qui manifestent une certaine violence, déjà, et puis ramener aussi les responsables à une certaine raison. C'est celle d'écouter ces gens-là et de comprendre que finalement, il y a des choses à changer quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que Aziz Daouda appelle à beaucoup plus d'humilité de la part de nos dirigeants politiques aujourd'hui? On l'a vu, début septembre, ça a été très chahuté. La sortie du chef de gouvernement sur nos chaînes télé, pour l'audiovisuel public. Ça l'est suivi le drame d'Agadir, où il y a 8 femmes qui ont perdu la vie. Et ensuite, il y a eu tout un enchaînement aujourd'hui avec des sit-ins qui ont démarré samedi dernier. On a l'impression que tout le monde est perdu. Il n'y a plus réellement de boussole. Est-ce que c'est beaucoup plus d'humilité aujourd'hui dans la prise de parole publique? C'est le mot-clé. Pour moi, c'est le mot-clé. L'humilité est le soubassement même de la sagesse. Quand vous êtes humble, vous êtes beaucoup plus sage que quand vous ne l'êtes pas. Et donc, il y a à écouter ces jeunes, à essayer d'intégrer leur colère. Parce que c'est ça le problème. Il ne faut pas voir en eux juste des subversifs, des gens qui veulent changer quelque chose, qui ne savent pas quoi. Ils ont exprimé quelque chose. Cette chose n'est pas très claire. Pour moi, elle n'est pas claire. Parce que quand on revendique quelque chose, on précise le diagnostic, si vous voulez. Certains psychiatres vous diraient, mais en fait, c'est les soubassements. Vous l'avez employé le terme aussi. C'est peut-être aussi de vouloir dire, mais nous aussi, on est fiers d'être marocains. On est patriotes. Exactement. Et on a envie, cette échéance 2025 et 2030, on a envie de participer. Exactement. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, vous nous mettez de côté. Est-ce que c'est ça en fait? C'est ce qui nous réunit. Oui. Et c'est autour de ça qu'on doit se réunir. Et accepter la vie de l'autre. Parce que c'est ça finalement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'impression qu'on n'a pas accepté que des jeunes viennent nous donner des leçons. Donc par manque d'humilité? C'est un manque d'humilité. C'est ce qu'on paye aujourd'hui? J'espère qu'on ne va pas le payer. Parce que quand on voit le désordre qui a commencé à s'installer dans notre pays, on dit bon voilà, on va espérer que ce ne soit qu'un épiphénomène qui va s'estomper en quelques heures, quelques jours, et puis qu'on passera à autre chose. Mais il ne faut pas passer à autre chose sans tenir compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour vous, on peut passer à autre chose assez facilement, ou ce qui se passe depuis 5 jours restera un vrai marqueur, et que c'est quelque chose aussi que tant que ça s'est pas réglé... On a eu des marqueurs comme ça dans l'histoire du Maroc, mais ça a été à chaque fois des moments où le Maroc a franchi un pas. Et j'espère qu'avec cette situation d'aujourd'hui, que rapidement, dans la semaine ou la semaine prochaine, qu'on franchisse ce pas et que les choses reviennent à la normale, mais reviennent à la normale en tenant compte de ce qui s'est passé et en commençant à apporter des solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut imaginer, sans vouloir faire de la spéculation, Aziz Daouda avec vous, la décision de prise, ou qui serait prise en tout cas d'organiser des élections anticipées? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, moi je ne suis pas du niveau politique de pouvoir faire des extrapolations comme ce que vous êtes en train de faire. Vous avez certainement plus d'expérience que moi parce que vous interviewez des hommes politiques et plus. Moi je suis le simple citoyen qui constate, qui subit et qui essaye de répondre aux questionnements qui se posent à lui. Et dans ce qui se pose à moi aujourd'hui, c'est que je n'espère pas vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui plus de 2-3 jours encore. Vous voyez, parce que sinon mon angoisse va grandir, parce qu'elle est déjà exponentielle. Vous voyez, et je ne suis pas le seul. Et donc c'est cette exaspération qui commence à s'installer que je n'aimerais pas voir s'installer en moi. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'une décision soit prise et une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Bien évidemment. Plus vite ce sera, mieux ça sera. En même temps, Aziz Daouda, donc les revendications d'oléance sociale de ces jeunes-là, santé de qualité, système éducatif de qualité, beaucoup plus d'emplois. Moi je dirais amélioration du système. Amélioration en tout cas
et revisiter carrément, mais alors là, revisiter carrément l'enseignement. Sauf que tout ça, ça va prendre du temps. Alors vous dites, moi, je suis Aziz Daouda, citoyen, patriote de Marocain et fier de l'être, et je commence aujourd'hui à avoir le sommeil perturbé, avoir du mal à trouver le sommeil, vu que même de moi, s'il n'y a pas d'apaisement d'ici 2, 3, 4 jours, je vais être encore plus perturbé. Sauf que pour améliorer le système éducatif et surtout le système de soins, ou l'inverse, ça demande du temps. Ça demande plus de 3 jours. Donc, Alors, il y a des choses qui demandent du temps, il y a d'autres qui demandent beaucoup moins de temps. Mais le fait d'entamer ou de commencer quelque chose, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà très bien. Si jamais demain on faisait l'annonce d'un changement quelconque dans le système de santé, dans le système d'éducation, de façon à ce que les gens perçoivent que dans un avenir proche, ou plus ou moins proche, que les choses allaient changer. Que dans un an, qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu en 2025, et qu'en 2027, qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu en 2026. Sauf qu'il y a une perte de crédit de la parole publique et de la parole politique. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été dit et redit et re-redit dans les différentes rues des villes du pays. C'est qu'on ne vous croit plus, c'est des promesses en fait qui n'ont pas été tenues. À tort ou à raison, en tout cas, grosso modo, c'est ce qui est ambiant. Et Daouda de Cédé, voilà. Alors, donc, nous vivons une situation où ceux qui gouvernent ou qui sont aux responsabilités ne sont pas si proches que ça de la population. Et c'est cet éloignement qui crée aussi des problèmes. Parce que des fois, il y a des choses très bien qui se passent, mais personne n'est au courant. C'est la proximité, la distance, ou c'est il faut réduire les distances. C'est le fait de pouvoir aussi que le citoyen lambda puisse s'identifier à son ministre de la Santé, à son ministre de l'Éducation nationale, à son ministre de l'Emploi, à son ministre de l'Économie. S'identifier, je vais vous dire que c'est le citoyen lambda qui vote. Et que ces gens-là, ceux qui gouvernent aujourd'hui, sont le résultat des votes des gens. Donc finalement, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des gens pour lesquels nous avons voté. Mais la question est que il faut plus de proximité, plus de dialogue, plus de présence sur le terrain. Plus de présence sur le terrain. Vous avez des chefs de département, enfin de ministères, qui donnent l'impression de ne pas connaître les terroirs. C'est pour ça qu'ils ont surpris aujourd'hui ce qui se passe. Quand on parlait de phénomènes générationnels, j'espère qu'ils ne soient pas surpris. Oui. Mais ce que je voudrais, c'est qu'ils descendent d'un cran et qu'ils commencent à comprendre. On est à peu près à 47-48 semaines des élections législatives de 2026. Entre-temps, il y a la CAN et juste après, on va enchaîner, ça va aller très très vite, avec la co-organisation, le Coupe du Monde 2030. Est-ce que l'horloge va l'heure aujourd'hui, au travers de ce qui se passe ? Parce que c'est quand même à peu près 40% de la population dans notre pays qui a moins de 25 ans. Hein. Donc, et là, il y a une partie dans la rue. C'est pour ça qu'il faut dans la rue, mais voilà. Je me dis, moi, est-ce que là, l'horloge, est-ce qu'elle est avec nous ou contre nous ? Elle ne peut pas être contre nous. Si on prend les choses du bon côté, c'est-à-dire qu'on se dise, bon, écoutez, on a des échéances. On va se fixer aussi d'autres échéances aujourd'hui en fonction des doléances de ces jeunes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Aziz Daouda dit aussi il faudrait peut-être que chacun aussi revoie l'agenda, son propre agenda, celui qui avait été fait avant. Écoutez, il y a eu un discours royal d'une grande valeur, d'ailleurs, et très édifiant, le dernier discours du trône de Sa Majesté parle de vitesse. Quelle est la réponse à apporter à ça ? C'est ton politique de la porter le plus vite possible. Voilà. Ce serait déjà quelque chose, l'entame de quelque chose. Le Maroc à deux vitesses, effectivement, c'était le discours des pavés, en tout cas, du discours de la plus haute autorité de l'État, le souverain, c'était le 29 juillet dernier. Est-ce qu'on doit considérer que ce qui a été dit ce jour-là était avant-gardiste ? C'était prémonitoire. Parce que, vous savez, quand vous avez des régions où vous n'avez pas 1 kilomètre de train, des régions où vous n'avez pas 1 kilomètre d'autoroute, ou des régions où vous avez un hôpital dans un périmètre de 400 ou 500 kilomètres, c'est quand même grave en 2025. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que malheureusement, nous avons, à l'indépendance du Maroc, il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Et pourtant, c'est facile à comprendre. Regardez la carte du Maroc et regardez le système routier, le système ferroviaire, le système des ports, etc. C'est tout vers Casablanca. Tout vers Casablanca, c'était normal du temps du protectorat. Pourquoi ? Parce qu'on squeezait un peu toutes les régions du Maroc, on ramenait vers Casablanca pour exporter vers la France. Puis on a continué à fonctionner comme ça. Aujourd'hui, quand vous avez une région comme Daraa Tafilalt qui est considérée comme étant la plus pauvre du Maroc, elle est là le plus pauvre. Pourquoi ? Alors que c'est la plus riche du Maroc. C'est là où il y a les mines les plus fructueuses, les plus fournies. C'est là où il y a une culture invraisemblable. Il y a tout ce qu'il faut pour de la richesse. Mais sauf que les entreprises qui exploitent cette région, ils sont comptabilisés où ? À Casablanca.
Voilà, tout simplement. Où il y a une hyperconcentration. Tout simplement. Quand on dit qu'il y a dans certaines régions du Maroc, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, qu'est-ce qu'on fait pour encourager les médecins à aller s'installer dans ces régions? Du temps de Yasmine Abadou, lorsqu'elle était, rappelez-vous, au ministre de la Santé, 2007, 2008, 2009, il y avait la tentative aussi de mettre des incitations financières Effectivement, pour ces médecins qui refusaient, quoi qu'il en soit, de quitter l'axe Casablanca-Rabat et que les pouvoirs publics à l'époque avaient... Combien de médecins qui quittent le Maroc annuellement? On nous dit entre 700 et 800. Ce qui est dit officiellement, a priori c'est beaucoup plus, et ça se serait accéléré post-Covid. Post-Covid, il y aurait eu une accélération du rythme de... Pourquoi ils partent? Le cadre de vie, hein? Non, c'est pas le cadre de vie. Le cadre et conditions. C'est les conditions de travail, oui. Y compris le salaire. Est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui à penser payer les médecins comme on les paye aujourd'hui? Alors qu'on a un besoin de médecins, alors qu'il faut attirer les jeunes vers ce métier. Est-ce qu'on peut les payer sur les mêmes niveaux de rémunération qu'il y a en Europe? Par exemple, un pays comme l'Allemagne. Pourquoi pas? On trouve de l'argent pour importer du bovin et des ovins. On trouve de l'argent pour soi-disant encourager les transporteurs à ne pas augmenter leur prix. Donc encourageons aussi les patrons d'hôpitaux, les politiques publiques en tout cas pour des rémunérations plus onéreuses. Mettons de l'argent dans la santé par l'intermédiaire de l'humain. Le 21 décembre, c'est le démarrage de la CAN. On attend d'ailleurs impatiemment au Maroc, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas accueilli un événement. Depuis 88. Depuis 88. Pour ce qui est de la CAN. Pour être précis, donc c'est censé par définition être un événement populaire. J'espère que ça va l'être. Pourquoi? Parce qu'il y a au Maroc, en termes de football, différents publics. Et vous avez le public des clubs, ou les spectateurs, je ne sais pas comment les appeler, public ou spectateurs ou supporters des clubs. Et vous avez les supporters de l'équipe nationale, mais est-ce qu'on a des supporters du football? Apparemment oui, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les cafés, les gens sont tous assis en train de suivre la Champions League, etc. Mais est-ce que ces gens-là vont se transporter dans les stades pour regarder, assister à un spectacle de football entre, je ne sais pas, la Guinée et le Cameroun? Parce que la dernière expérience qu'on a eue en 88 n'était pas très rose. On a eu de très grands matchs avec une centaine de spectateurs dans les tribunes. Et ça, c'est un des critères de réussite. Que les stades soient, pas pleins, mais disons commodément remplis à l'occasion de tous les matchs qu'on va recevoir, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc la crainte, la crainte qui est la vôtre aujourd'hui à AS Daouda, c'est est-ce qu'on va arriver aussi à remplir tous les stades? Parce qu'on a une problématique durant la CAN, à mon humble avis, c'est que on pense que l'événement va se vendre de lui-même. Il faudrait qu'on travaille sur les quelques mois qui nous séparent de la CAN pour que les citoyens s'accaparent cette CAN. Est-ce que c'est pas mal parti, vu ce qui se passe aujourd'hui? Sincèrement, je n'en sais rien. Parce que quand vous regardez, parce que parallèlement aux manifestations qu'il y a, vous avez les ventes des billets pour le match Maroc-Bahreïn qui montrent que le contraire. Les billets pratiquement sont volatilisés en quelques heures. Donc c'est aussi peut-être le paradoxe de chez nous, marocains, non? Exactement. Mais il faudrait que les gens s'accaparent l'événement, que ça devienne l'événement de tous les Marocains. L'appel au boycott pour ce week-end de la Botola. Est-ce que pour vous, par signe ou par élan, en tout cas, de solidarité à l'égard de ces jeunes qui descendent dans la rue, comment vous le percevez? Et est-ce que ça peut avoir aussi... Mais le boycott n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il a été décidé bien avant. Enfin, ça fait, déjà, il y a eu une tentative de boycott de public des phares, etc. En fait, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une incompréhension quelque part entre les organisateurs, les clubs. Ce monde de football gagnerait à s'asseoir et à discuter, à trouver des solutions pour tout le monde. Parce que les jeunes réclament de meilleures conditions d'accueil, etc., etc. Les organisateurs disent qu'ils font le maximum pour que l'accueil soit bien, etc. Mais il faut trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on entend par un bon accueil? Qu'est-ce qu'on entend par un mauvais accueil, etc. Des choses comme ça, il faut les préciser. Il ne faut pas laisser les gens parler en parallèle. Il faudrait que quelque part que ça puisse se recouper. Donc, mais il faudrait aussi que ces spectateurs prennent leurs responsabilités. Parce que quand vous faites une fouille et que vous ramassez 10 couteaux et 36 000 barres de fer et je ne sais combien d'armes en tout cas, d'armes tranchantes ou pas, etc., c'est quand même... Ça pousse à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à Aziz Daouda? Vous avez dit, il faudrait qu'on retrouve le chemin de l'apaisement très rapidement et le plus rapidement possible, parce que cette situation vous angoisse comme elle angoisse beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Se dire aujourd'hui, on sait qu'il y a un appel à manifester qui a été lancé pour le 3 octobre, c'est vendredi prochain, mais on sait qu'en même temps, il y a cette menace quasi quotidienne, quasi permanente aujourd'hui, de jeunes qui descendraient dans la rue,
de manière peut-être un peu anarchique, sans forcément de commandement. Moi, sincèrement, si les jeunes devaient m'écouter, je leur dirais, désolidarisez-vous de ceux qui manifestent dans la violence, déjà. Parce qu'au début, vous avez dit, enfin les jeunes, vous avez dit que c'est des manifestations pacifiques, il faut que ça le reste. Donc désolidarisez-vous de ceux, des fauteurs de troubles. Et il y en a malheureusement. Deuxièmement, essayez de structurer votre revendication. Parce que continuer à dire on veut la santé, l'enseignement à la santé, l'éducation, c'est creux. Ça ne parle pas. Structurez vos idées. Essayez d'écrire, essayez de parler, donnez des interviews où vous précisez exactement ce que vous voulez, de façon à ce qu'avec le gouvernement ou avec les décideurs, que vous puissiez arriver à un terrain d'entente. Parce que finalement, vous êtes des citoyens, les gouvernants le sont aussi. Et nous sommes dans le même pays et notre avenir est le même. Donc, on ne peut pas faire deux Maroc parallèles, celui des gouvernants, celui des gouvernés, pas du tout. Donc, quelque part, on doit se retrouver, nous rejoindre et on ne peut le faire que dans des idées. Merci infiniment, Aziz Aouda, pour avoir donné du sens au sens par rapport à ce cinquième sixième jour de manifestation, de mouvement spontané, même s'ils le sont de moins en moins, parce que quand c'est quasi quotidien, donc on est moins dans la spontanéité. Par contre, on voit effectivement que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est là, qui est sur la table et qui, vous l'avez dit, doit censé, apporter, susciter de l'humilité dans la prise de parole de nos dirigeants, de celles et ceux qui dirigent et qui nous gouvernent. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il ne faut pas penser... Malheureusement, beaucoup de gens pensent que le fait d'être humble, c'est montrer une faiblesse. Non, pas du tout. Pas du tout. L'humilité, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence. En tout cas, on espère tous que vous allez être entendus et entendus là où il faut. C'est ce qu'on dit. Dans le creux de l'oreille de celles et ceux, en tout cas, qui nous dirigent. Merci infiniment. C'est moi. Daouda, c'est toujours un plaisir. Et vous dire à très bientôt. Et puis j'espère vous revoir très bientôt avec le sourire, la banane, et puis avoir pour parler d'autres choses peut-être. Voilà, pour parler d'autres choses et après avoir retrouvé vos 8 heures de sommeil. Merci infiniment à vous. Merci. Et à bientôt. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.